ce qu'on a eu comme retour, c'est que effectivement le fait qu'on soit pas, enfin que moi par exemple typiquement je sois très expérience utilisateur, ça m'a permis justement de pas trop m'engouffrer dans des problématiques trop techniques. Là où c'est justement ce qu'on nous a souvent dit, c'est que si c'est des équipes d'ingénieurs qui travaillent sur un prototype, ton produit tu le sors dans 2 ans. Alors que quand tu es plutôt macro sur ton produit, bah, tu dis ce que tu veux que l'utilisateur vive, mais tu rentres pas dans les détails. Et c'est là où on a gagné beaucoup de temps, je pense. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Nelly Meunier. Salut Nelly, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va au top. Nelly est la fondatrice de Sunday Love, Oui. Que vous retrouvez sur sunday.love et qui produit la Sunday Box. La Sunday Box, c'est une petite boîte qui vous permet d'envoyer à vos aînés très simplement des photos et vidéos qui vont s'afficher sur leur téléviseur et ainsi de resserrer les liens familiaux. C'est une très belle promesse. Je t'ai croisé, enfin tes produits, pardon, c'est ce que je te disais en préparant cet entretien chez, je pense que ça devait être Darty à Noël dernier et j'ai réalisé quand on en discutait que je t'avais aussi vu dans Qui veut être mon associé sur M6 dans la première saison qui était passée en 2019 juste avant le Covid. Exactement. Et tu me diras tout à l'heure ce que ça t'a apporté, entre autres de lever des fonds je crois, mais j'aimerais savoir quel était l'impact aussi en termes de vente. La Sunday Box, c'est une sorte de petite... c'est une boîte qui se branche sur un téléviseur et une petite télécommande qui clignote quand on a reçu une vidéo et qui permet en un simple clic d'aller l'afficher sur la télé. C'est un beau produit technologique. Le hardware, c'est compliqué. Et tu vas nous raconter... à quel point, mais ça marche bien, t'en as déjà vendu 25 000, tu as 150 000 utilisateurs, puisque sur une Sunday Box, tu peux avoir plusieurs utilisateurs, on peut être plusieurs oncles et tantes et parents à envoyer des photos chez nos grands-parents par exemple, ou nos cousins. Donc 150 000 utilisateurs pour 25 000 Sunday Box vendus, près de 3 millions de CA en 2 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tu as lancé en 2018, mais ça vient d'un petit pivot. On y passera un quart de seconde parce que c'est une réalisation qui t'a permis de pivoter sur ce produit actuel. Tu distribues chez, alors je l'ai dit en partie, mais Carrefour, Boulanger, Fnac, Darty, Auchan. C'est une question que je vais te poser sur cette distribution. Tu es pour l'instant principalement en B2C, donc via le wholesale et via ton site. Il y a peut-être un élargissement de la distribution au B2B que tu vas nous raconter. Et voilà, ça nous fait déjà pas mal de sujets. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'accueil. Mais je t'en prie, on enregistre à Paris alors que tu es bordelaise. On aurait pu enregistrer dans notre formidable Villa Maria qui est à Codéran, un super bureau qu'on a ouvert il y a pas longtemps. Mais surtout, comme je te le disais, j'avais la Sunday Box dans un coin de ma tête en me disant putain, c'est sympa ce produit, il faudrait un jour qu'elle vienne, ou qu'il ou elle, parce qu'à l'époque je savais pas que c'était une fondatrice, vienne me raconter cette histoire. Eh bien, allons-y. C'est quoi l'histoire de la Sunday Box ? Alors la Sunday Box, c'est une histoire de famille qui a commencé il y a plus de 5 ans. C'était ma grand-mère qui était alitée en maison de retraite. On connaît la complexité que c'est de communiquer avec ses grands-parents qui n'ont pas les réseaux sociaux actuels. Donc on avait bricolé un petit boîtier qu'on avait branché sur sa télé et ça lui permettait de recevoir toutes nos photos et nos vidéos avec mes frères, mes sœurs. On était tous les 3 dispersés. Moi j'habitais à New York à l'époque, j'avais ma sœur qui habitait en Chine et j'avais mon petit frère qui était à Londres. Donc on était vraiment la famille complètement dispersée. Et du coup, comment on garde le lien avec ses grands-parents ? C'est toujours difficile parce que on passait un coup de téléphone, sachant que dans les EHPAD, les grands-parents, c'est pas la joie non plus, donc on n'a pas forcément de discussion. Et là, en effet, le fait qu'elle reçoive les photos, les vidéos sur sa télé
dans l'EHPAD, ça crée vraiment une discussion, c'est-à-dire qu'elle pouvait suivre nos aventures à l'autre bout du monde sans rien faire. Et pour elle, ça mettait de la joie. Même les grands-mères aux alentours, ses voisines de chambre étaient jalouses. Donc c'est vraiment parti d'une histoire de famille. C'était très intime, hein. Il n'y avait pas du tout de volonté de devenir ce qu'on est devenu. Et c'est ça qui est beau dans cette histoire. Surtout que c'était un bricolage pour commencer, c'est comme ça que vous avez lancé la première version. Ce que je trouve intéressant, et je le réalise là, quand tu le dis, c'est le côté asynchrone. Moi aussi, j'ai vécu un peu à l'étranger, en Asie, puis à New York. Et même là, en fait, et même quand on est à moins de 3 km, le temps de parole, le côté synchrone versus asynchrone, le synchrone sur un coup de fil et le côté asynchrone qu'on peut avoir comme avec la Sunday Box est assez intéressant en fait. Oui, en effet, parce que tu peux revisiter des photos, tu peux les re-regarder à volonté. Donc les grand-mères, en plus, elles adorent ça. Hein. Le matin, quand on a des échos comme ça, ou quand elles n'ont pas le moral, elles se réveillent, elles regardent encore les photos qu'elles ont déjà vues une dizaine de fois. Mais ça met du baume au cœur, et nous, c'est ça vraiment notre sujet chez Sunday, c'est comment on apporte du bonheur et du bien-être à nos communautés d'aînés qui sont complètement déconnectés des réseaux sociaux actuels et qui n'ont pas cette faculté, qui sont en rupture aussi naturellement avec toute la technologie dans laquelle nous, on baigne naturellement. C'est vrai que nous, ça simplifie la communication, et c'était vraiment la volonté de Sunday. Super. Le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est... cette R&D, comment est-ce qu'on passe d'un bricolage personnel pour vous pour répondre à votre problématique à l'industrialisation à grande échelle, à moyenne échelle, je sais pas, 25 000 si c'est de la grande échelle, mais donc j'aimerais bien comprendre ça. Qui a fait la première version de la Sunday Box? Alors, la première version, c'était mon père. Ouais. C'est une histoire de famille, hein, vraiment, de bout en bout, qui est un peu MacGyver. Il bricole, et donc il avait fait cette petite version. Alors, tout naturellement, on avait pris une application open source, pluguée à un Raspberry. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tout petit ordinateur. Qui coûte $25. Voilà. Et qui est open source, enfin open hardware, je ne sais pas comment. Ouais, voilà. Donc, c'est du bricolage total. C'était pas du tout UX, pas du tout user-friendly. Attends, et l'application, c'était quoi? Je me rappelle même plus. Non, mais c'est une application existante? Oui, existante, où tu peux download des photos c'était limite Google Photos, quoi. Okay, voilà, on a pris une application existante et on l'a pluguée au Raspberry, et c'était parti, quoi. Ok. Voilà, donc vraiment très artisanal, et on pensait pas que ça allait... Et ton père a des compétences particulières? Oui, il est dans l'informatique. Ok. Donc, mais très bas niveau dans l'architecture informatique. Donc Papa Meunier, si tu nous écoutes, très bas niveau, bravo, quoi. Ouais, c'est un peu notre héros. Ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est donc à la portée de... pas de tous, mais de quelqu'un qui a un peu de notion. C'est un peu de bricolage et un peu de code, quoi. Ouais, clairement. Oui. Okay. Non, c'est pas moi qui l'ai bricolé dans mon coin. Non, et un Raspberry, ça s'achète partout sur Internet. Exactement. Ça se trouve. C'est ça, on en avait acheté un, parce que tu peux les acheter que par un, en général. Et du coup... On peut les acheter que par un? Alors, peut-être que ça a changé depuis, parce qu'on a changé, nous aussi, on n'est plus chez Raspberry, mais à l'époque, tu pouvais en acheter... Alors, on avait fait tout un process pour en acheter plusieurs. On avait créé des fausses adresses, faut pas le dire. Mais globalement, voilà, on a commencé l'aventure comme ça. C'était du bricolage. Ok. Du bricolage, tu l'installes chez ta grand-mère, ça marche, en tout cas vous l'utilisez. Que se passe-t-il ensuite? Tout simplement, nous, on devait aller à un gros salon, parce qu'on avait déjà notre entreprise. On avait déjà, depuis 3 ans, une société. Je peux résumer très brièvement, parce que c'est pas le cœur de l'épisode, mais vous aviez créé Sunday Junior, oui. Qui, en gros, c'était des caméras, pas de surveillance, mais des caméras qui permettaient de visualiser, en tout cas, des enfants qui étaient nés prématurés, et permettaient aux parents et j'imagine à l'équipe médicale de garder un œil, voilà, que vous avez distribué dans quelques hôpitaux de la région bordelaise. Et voilà. Et c'était bien, c'était très bien, c'est une très belle mission. D'ailleurs, ça existe encore. Tout à fait. Voilà, je referme la parenthèse, mais vous avez fait ça quelques années. C'est ça. Et on devait partir au Web Summit de Lisbonne, qui est un gros événement technologique qui a lieu tous les ans, pour présenter Sunday Junior. Juste avant d'y aller, c'était 2 semaines avant, je dis non, on va pas y aller pour Sunday Junior, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas le sujet du salon.
Allons présenter les prémices de Sunday. Donc, ce petit boîtier, cette Raspberry qu'on a volé à ma grand-mère, du coup. On l'a délogé de l'EHPAD et on est parti en famille. Le Sunday Box, pas la grand-mère. Non, la grand-mère, on l'a laissée en EHPAD. On a pris la Sunday Box. Mais vous l'avez à l'époque, ça ressemblait à quoi? Un Raspberry. On est parti avec un Raspberry et un téléphone et une télé. Mais quand tu vas au Web Summit, il faut quand même un peu de décorum, tu vois. Alors, c'était très artisanal, on n'avait rien. Moi, j'avais un cœur, j'avais acheté un coussin en forme de cœur. Ouais. Et donc, c'était mon accroche de pitch. C'est-à-dire qu'en gros, alors déjà, il faut savoir que pour le Web Summit, on n'était pas prêt du tout parce qu'on a carrément volé la télé du Airbnb parce qu'on n'avait aucun matériel. Donc, on se trimballait avec la télé qu'on avait discrètement subtilisée à notre hôte. Et donc, on arrive au Web Summit au milieu de toutes les startups de la big data, intelligence artificielle, des robots. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Et donc, on s'installe sur notre stand. Et là, pas mal de passages. Et moi, j'avais mon coussin cœur, un gros coussin cœur, que je balançais dans les bras des gens pour les prendre en photo et pour qu'ils voient leurs photos arriver sur la télévision qu'on avait volée du Airbnb. Et donc, pour leur expliquer le pitch en même temps. Donc, je leur disais, voilà, imaginez que c'est votre grand-mère qui est devant la télé. Instantanément, depuis n'importe quel endroit du monde, elle va recevoir des photos de vous. Et en fait, dans la journée, on s'est rendu compte qu'on aurait pu en vendre entre 250 et 300 exemplaires parce que ça... T'en avais aucun, mais t'as pris des précommandes? Ouais, qu'est-ce que t'as fait? On a pris des mails. Okay. À cette époque-là. C'était très artisanal. Tout était artisanal. On avait récolté des mails en disant, dès qu'on est prêt, on va faire un lancement Kickstarter et de précommande. Et à ce moment-là, vous serez les premiers à en bénéficier. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Hein. C'était vraiment... Et voilà, il y avait vraiment une audience, c'est-à-dire que le monde professionnel international avait cette problématique de ma grand-mère, elle n'est pas connectée, je ne sais pas comment garder le lien avec elle, elle comprend rien à WhatsApp. Donc voilà, donc on avait répondu à un vrai besoin simple, loin des robots, loin de tout ça, de la low-tech, comme on appelle ça. Et pour moi, c'était la preuve de concept. C'était mon étude de marché, en fait. Je ne suis pas allée plus loin dans l'étude de marché. Je me suis dit, là, j'ai concrètement montré que ce produit valait le coup. Donc on est rentré à Bordeaux. Et j'ai commencé tout le process de lever des fonds, des subventions pour financer le prototypage de la solution, ce qui nous a permis de sortir la première version de Sunday et ensuite de lever des fonds pour accélérer. Bon, un insight qui est déjà très fort, mais tu l'as dit, hein, ça t'as répondu à un besoin simple, c'est est-ce qu'il y a besoin d'une Sunday Box dans le monde avec en fait un petit bricolage et un stand au Web Summit qui a dû te coûter cher quand même? Non, parce qu'on avait été invités. Ok. Voilà. Bon, une excellente... Alors, étude de marché, pas vraiment, parce que tu es dans un milieu quand même qui est déjà très... Oui. Mais j'entends en tout cas le fait que ça te permet de savoir si il y a quelque chose, quoi, c'est l'intuition aussi, hein. si ça frétille. Oui. Donc, tu as promis aux gens, tu as récolté quelques centaines d'adresses email, tu leur as promis un Kickstarter ou en tout cas un lancement assez rapidement, tu rentres à Bordeaux. Ouais. Et là, il faut passer à l'industrialisation. Donc, pour ça, tu m'as dit que la première étape, c'est d'aller chercher des subs. Exactement. Auprès de la région en Nouvelle-Aquitaine qui fait justement... Chercher des subs, ça prend 1 an. Alors nous, ça a pris 6 mois. Oui, pardon, j'allais dire 6 mois, je me suis dit, tiens, fais ton exagère. 6 mois, ça nous empêchait pas d'avancer. Oui, mais ça nous empêchait pas d'avancer, nous, de notre côté, en fait. Sur fonds propres. Exactement, parce qu'on avait l'autre produit, Sunday Junior, qui nous aidait à un petit peu compenser. Mais c'est marrant que tu aies commencé par ça. Enfin, pardon, même dans ton histoire. Oui. Aller chercher des fonds. Moi, j'aurais imaginé que tu serais rentré. La première chose que tu fais, c'est, je sais pas, chercher un cabinet d'études ou faire des dessins. Ah non. Non, parce qu'on savait qu'il fallait taper fort et que... Okay. Non. Donc, tu cherches des fonds. Tout à fait. Subvention qui est industrialisée et pour passer... Et non diluante, enfin, ce qui est quand même intéressant en France, c'est que tu as des sous partout. Exactement. C'est beaucoup d'administratif, parfois ça te fait un peu perdre le focus sur ton produit, mais en tout cas, et puis il y a des boîtes qui le font pour toi, mais que ce soit du C2I, du CIR, du JEI ou des subs, c'est non diluant. Ouais. Moi, je trouve que c'est la force de la France sur l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est une chance qu'on a, clairement, par rapport à d'autres pays. Ça nous permet d'amorcer. Les indemnités chômage. Non, mais je dis ça avec un grand sourire, mais tu sais que l'indemnité chômage, c'est le premier financement des startups en France. Quoi. Ça permet d'amorcer des projets. Ouais. C'est ça. Tu cherches des subs. Oui. Après, levée de fonds. Donc là, pour le coup, c'est des business angels de la région bordelaise, des gros chefs d'entreprise de la région que l'on arrive à
à convaincre. Donc ça, c'est pareil, c'est assez sympa comment ça s'est passé. C'était comme dans les films, c'est-à-dire qu'on s'est rejoint au Starbucks de l'aéroport de Mérignac avec des investisseurs qui venaient un petit peu de partout. Donc il faut savoir que c'était un gros chef d'entreprise qui a réuni des amis à lui, qui arrivaient du coup de Belgique, du Luxembourg, etc. Et on s'est rejoint, on a pitché au Starbucks de Mérignac, de l'aéroport. Les mecs sont venus pour le pitch? Ouais, donc moi j'avais un prototype, un PowerPoint, et c'était parti. Et donc de convaincre sur le fait que c'était la solution qu'il fallait pour recréer du lien. C'était quand le Web Summit? C'était en 2016. Ok, et ce pitch-là? 2017, courant d'année 2017. Ok. Entre les deux, il y a eu la subvention qui permettait de prototyper. Ok. Raconte-moi le prototypage. Alors le prototypage, c'est encore une histoire. On est passé directement nous par la Chine, c'est-à-dire que tout simplement, je suis allée sur Alibaba et j'ai trouvé mon fournisseur historique de la Sundaybox. Il faut savoir que effectivement la Sundaybox c'est un ordinateur très complexe avec des processeurs qui n'existent pas en France. On a essayé, hein, on a vraiment essayé. On voulait faire en France, on voulait faire en Europe. Et plus ça allait, plus on est parti vers la Chine parce qu'en fait, en termes de composants, tout simplement, les composants ils n'existent pas. Donc on est parti à Shenzhen. Et donc moi j'ai lié une très forte relation avec le premier fournisseur de TV Box que j'ai contacté sur Alibaba, c'est-à-dire que j'en ai pas contacté 12, ça a été le premier et ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Génial. Pardon, j'en ai pas parlé, mais il y a un épisode dans l'univers un peu proche qui est la Lovebox que j'ai fait il y a pas longtemps, oui. Qui est hyper intéressant. Je crois qu'il a eu le même chemin en termes de production. Et il y a un catch-up avec l'Uni que j'ai fait il y a quelques mois où ils ont rapatrié la production vers la France et ils racontent un peu leur galère. Oui. T'as essayé de faire du Made in France? T'as essayé de faire du Made in Europe, et puis t'es allé... Made in China. Made in China. Tout à fait. Et tu l'assumes complètement. Complètement. Pour moi... Sachant que le Made in France, il suffit que le dernier assemblage de ton produit soit fait en France. Tu peux avoir... tu plugues le dernier bouton de ta télécommande en France et ça peut être Made in France. Ce qui est quand même une belle arnaque, quoi. Exactement. Moi, je suis un peu contre l'hypocrisie et je préfère assumer complètement le fait que nos équipes, c'est des ingénieurs, c'est des super études, enfin, c'est des super bureaux d'études qu'il y a à Shenzhen, hein. C'est de l'ingénierie de pointe clairement on pouvait pas le faire en France, donc au bout d'un moment on trouve des solutions par ailleurs et c'est les meilleurs, en termes de TV Box c'est l'un des meilleurs fournisseurs au monde, donc en soi moi j'ai aucune je m'en cache pas, clairement, et le jour où la France c'est ce qui permet aussi de le sortir à 119€, on en parlera tout à l'heure en plus mais c'est très beau, c'est bien contre l'hypocrisie et aller là où la techno, le savoir-faire existe, bien sûr. Donc tu vas sur Alibaba. Tu fais pas appel à un cabinet d'études ou de design ou de... Non. Pourquoi? Je veux aller vite. Je veux aller vite et je sais très bien qu'un bureau d'études, on sort avec un prototype sur papier, mais voilà. C'est mon point de vue. C'est beaucoup d'argent dépensé pour que moi il fallait du concret, c'est-à-dire que moi j'ai contacté mes fournisseurs en Chine, on a sorti un proto dans le mois, la première version, et donc du coup parce qu'ils sont efficaces ils sont très pragmatiques, on perd pas de temps. Ça veut pas dire que le premier était bon, hein. Il fallait itérer, il fallait améliorer, mais c'est ton producteur, enfin ton fournisseur, le manufactureur qui a fait les protos. Directement, exactement. Comment vous avez, qu'est-ce que tu lui as donné comme spec? Un dessin. Quoi, le dessin de ça? Pardon, je montre la télécommande de la Sundaybox est sympa parce qu'elle est dans un cœur, je le réalise, un cœur qui tient sur l'une de ses arêtes et l'autre arête, il y a la télécommande et puis l'arrondi est derrière, donc c'est assez esthétique et surtout ça permet d'avoir une télécommande qui tient debout ça permet de voir le cœur en fait, parce que si elle était couchée comme une télécommande classique, déjà ça aurait l'air d'une télécommande et ce serait pas fun, et en plus on verrait pas le cœur qui clignote. C'est ça. Donc tu dessines ça? Alors ça on l'a dessiné en France. Ouais.
La télécommande a été produite en Chine et le boîtier, la Sunday Box aussi a été. C'est une C'est un box. boîtier assez classique. C'est très classique. Ouais. On n'a pas voulu mettre d'effort sur le boîtier parce Il est caché derrière la télé. Exactement. Donc ça n'avait aucun intérêt de partir sur du design. Nous, on voulait mettre l'effort sur la télécommande, qui est le produit qui est posé dans le salon. Donc c'était là où on a mis le plus d'efforts. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 sorties USB? Alors parce que c'est sur étagère et qu'en plus on ajoute des fonctionnalités. Donc tu as plein de. Pardon, je le décris Oui. si vous êtes en mobile ou en voiture, mais donc je l'ai dit, la Sunday Box, c'est 2 choses, c'est la box télé puis la télécommande, et la box télé, c'est un petit carré très fin avec sortie HDMI, sortie comment s'appelle ça mince. Internet. Non. Optique et trois sorties USB. Donc tu disais que on peut plugger des choses en plus. Oui, prochainement arrive la visio. Ok. Donc typiquement les gens vont pouvoir brancher n'importe quelle webcam sur leur Sunday Box pour faire une visio avec mamie. C'est une exclusivité que je partage aujourd'hui. Formidable. Donc typiquement on rajoute des accessoires à la Sunday Box. On y retourne. Tu as trouvé ton fournisseur sur Alibaba. Vous imaginez ensemble le produit. Il te sort des prototypes. Oui. Mais il t'écoute? Bien sûr. Ah mais pardon. Tu as la Sunday Junior, certes, mais tu es une entrepreneuse bordelaise qui lui demande de réfléchir sur un nouveau produit. Oui. Ça existe. Et lui, c'est un gros fournisseur, un petit fournisseur? Un des plus gros. Hein. Ah oui, c'est un des plus gros fournisseurs de TV Box. Oui. Okay. Oui. Mais comment? Enfin, pardon, ça me semble. Mais je suis assez persuasive. Donc non, il y a cru. Il a cru en ce que je lui proposais, aux projections, à l'idée, à ce qu'on pouvait en faire. Non, il a vu qu'il y avait vraiment un marché en plus sur la Silver Echo. Donc c'était plutôt. Ils ont tout à y gagner, comme nous. Enfin, je veux dire, on leur ouvre un marché aussi, parce qu'ils sont pas forcément ouverts sur les marchés français. Et que c'est pas leur métier. Et c'est pas leur métier. Enfin, marché français, tu vas le vendre à l'international un jour. Exactement, on le fait déjà. La Silver Echo, tu viens d'en parler, c'est la Silver Economy, c'est l'économie des seniors. Exactement. Combien de temps prend ces échanges pour arriver à la V1 de la Sunday Box? 8 mois. Ok, donc c'est quand même un petit bout de temps. Pas si long pour sortir un produit industrialisé quand même. En général, c'est plus 1 an, voire plus sur un premier produit que tu vas. Donc 8 mois d'échange. Exactement. Tu fais des protos, ils te les montrent, ils te les envoient, tu les testes, tu les renvoies. Voilà, okay. En 8 mois. Ok. Des apprentissages sur cette période? Je pense que ce qu'on a eu comme retour, c'est que effectivement le fait qu'on soit pas, enfin que moi par exemple typiquement je sois très expérience utilisateur, ça m'a permis justement de pas trop m'engouffrer dans des problématiques trop techniques. Là où c'est justement ce qu'on nous a souvent dit, c'est que si c'est des équipes d'ingénieurs qui travaillent sur un prototype, ton produit tu le sors dans 2 ans. Alors que quand tu es plutôt macro sur ton produit, tu dis ce que tu veux que l'utilisateur vive, mais tu rentres pas dans les détails. Et c'est là où on a gagné beaucoup de temps, je pense. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti au CES de Las Vegas, direct. Et c'est là où j'ai rencontré en physique mon fournisseur chinois, du coup. Donc, on s'est vu en vrai. Et c'est là où ça nous a permis de signer les premiers grands comptes Boulanger et Fnac en allant à Las Vegas. En allant au CES de Las Vegas. Exactement. Ça, c'était quand? 2018. Ok, donc le vrai lancement de... Voilà, exactement. Très bien. Je reviens sur cette phase de prototypage et de création du produit. Tu as le hardware d'un côté, oui. mais tu as le soft de l'autre, et tu as la communication entre les deux. Enfin, quand je dis le soft, tu as l'app qui permet d'envoyer des photos, des vidéos, j'imagine. Et il faut que les deux communiquent. Donc j'ai compris comment tu développais le hardware. Oui. Comment tu fais le soft? On s'adosse à une société de développement. C'est-à-dire que nous, en interne chez Sunday... À Bordeaux? Ouais. L'Uni? Non. Ok. Non, c'était à Bordeaux. Maintenant, on est parti à Nice. Ok. En fait, l'idée de la société Sunday, c'est vraiment que nous, on se focalise sur l'expérience utilisateur et le produit. Tout le reste, on externalise. C'est-à-dire que j'ai aucun développeur dans mon équipe. J'ai juste une tech lead qui chapeaute les équipes. Mais la volonté, elle est vraiment de rester concentré produit expérience.
Autrement, j'aurais dû recruter 100 personnes, hein, parce qu'entre les ingénieurs de hardware, software, etc., on est une centaine à travailler ensemble aujourd'hui. C'est intéressant d'être une startup tech et d'externaliser ta tech. Ouais, c'est un sujet. Pour toi, pour tes investisseurs, pour tes... Ça peut être un sujet pour les investisseurs parce que on est tellement habitué dans les startups tech à ce que les développeurs soient en interne que moi je trouve que c'est pas un sujet parce que clairement je trouve qu'en fait nous on a besoin de certaines ressources à des moments donnés et pas forcément tout le temps. Donc moi je pioche suivant mes besoins et j'ai pas à m'en occuper. C'est-à-dire que j'ai la sérénité de toute la gestion RH qui est quand même complexe. Parce qu'on l'a fait, hein. J'ai internalisé au départ. Ça va durer longtemps. C'est trop compliqué en gestion parce qu'on n'a pas... Il faut tout le temps donner à manger, entre guillemets. Et sur certaines compétences, il y a des compétences que j'ai pas tout le temps besoin. Par exemple, on est sur des bases... sur du Android, sur des couches Android, etc. Je vais pas en avoir besoin H24, en fait. Que là, en ayant de la prestation, au moins, je prends des profils suivant nos besoins. Et pour moi, c'est mon modèle idéal de société. Et ça n'a pas été un frein pour les investisseurs lors des différentes levées ? Non, s'ils comprennent... non, parce que tout nous appartient. En fait, j'ai aucune contrainte de ce modèle-là. C'est que tout m'appartient. Il faut hedger ton risque quand même sur la partie... Pardon, pour parler en français, il faut gérer le risque d'avoir un fournisseur qui te fait défaut. Comme des salariés qui te font défaut. C'est vrai. Au moins, je gère pas les vacances et les... c'est un flux tendu toute l'année. C'est-à-dire que j'ai jamais de break. C'est ça qui est aussi bien, quoi. Mais je vais quand même un peu plus loin. Quand oui. les salariés partent, il te reste leurs postes de travail et leurs fichiers. Tu as les blueprints. Si jamais ton fournisseur demain te dit je veux plus bosser avec vous, tu peux... les cahiers des charges à quelqu'un d'autre. Bien sûr, on l'a déjà fait. On a déjà basculé de société. Il n'y a aucun souci. Pour la production hardware ? Oui. Hardware et software, ouais. Mais tu m'as dit que c'était toujours le même fournisseur depuis le début ? Sur le soft, on avait basculé. Okay. Sur le hard, on a une partie sur cette box-là. Ouais. Et on a aussi, forcément, on en a trouvé des nouveaux pour avoir d'autres filières sur la partie, par exemple, visio, etc. Tu vois. D'accord, j'ai plusieurs fournisseurs quand même. Le prototypage avec ton partenaire en Chine, le soft avec un partenaire d'abord à Bordeaux puis à Nice, et du coup là on se retrouve à fin 2017, j'en sais rien, début 2018, tu as un produit fini. Oui. Tu vas au CES, oui. Tu rencontres d'ailleurs ton fournisseur chinois et surtout des distributeurs qui sont, tu l'as dit, Darty et la Fnac. Boulanger. Boulanger, ok. Que se passe-t-il ensuite ? Nous signons un contrat parce que en fait on a présenté la solution donc à la direction de Boulanger. Alors c'est toujours le côté assez marrant du CES, c'est-à-dire qu'il faut partir à Las Vegas pour ne pas avoir tous les process français, c'est-à-dire que ça va plus vite. Et donc on est rentré, on a signé pour avoir tous nos produits en tête de gondole à Boulanger sur l'ensemble des magasins de France. Mais tu en avais déjà vendu à ce moment-là ou c'était le lancement ? Ouais. Tu lances avec ton produit en tête de gondole dans tous les magasins de France. Exactement. Tu m'as parlé d'une campagne Kickstarter tout à l'heure. Elle s'est faite ou pas finalement ? Celle-là, on l'avait fait. On l'a réussi. C'était... Kickstarter ou ailleurs ? Alors, c'est pas Kickstarter, c'est Ulule. Ouais. On avait fait un Ulule. C'était en 2018. 18, ouais. 116% de l'objectif. Voilà. Ok. Donc, c'était en parallèle du prototypage et Ok. Oui. Et ton retour ? D'Ulule ? Ouais. Ou plutôt de cette approche. C'est intéressant parce que du coup, tu t'adresses directement à ta communauté, à des utilisateurs finaux. C'est quand même eux demain qui doivent acheter ton produit. Et donc, c'est une démarche intéressante. Je trouve un peu... c'est prenant une campagne de crowdfunding, c'est très énergivore. Mais c'est intéressant. C'est justement un sujet qu'on aborde avec Jean Grégoire de Lovebox, où il donne, chers auditeurs, quelques tips pour réussir sa campagne de crowdfunding si vous le souhaitez. Mais c'est hyper énergivore. C'est et ça. En fait, alors t'as atteint ton objectif, mais au final, t'as pas plus d'adresse email c'est de la prévente. Non, c'est de la prévente, ça permet de communiquer, clairement. Hein, c'est aussi un biais de communication vers une audience que tu n'as pas forcément touchée jusqu'à présent. Je trouve que c'est une opération intéressante à tester. Je pense qu'on l'a tous testé dans les startups.
à peu près, enfin, surtout dans le grand public. Beaucoup, ouais. À refaire, peut-être pas. Mais c'était intéressant. Alors pourquoi pas? Alors, je parle sur notre produit. Après, on en a eu refait sur d'autres opérations très marketing dernièrement. Mais pour lancer un produit, vaut mieux d'autres biais, enfin surtout sur les besoins qu'on va avoir. C'est plus du tout adapté. De retour sur l'effort, les coûts. Oui. Okay. Ouais. Enfin sur ce type-là, hein, je parle vraiment de Ulule. On parle bien de toi. Ok. Donc tu n'as pas fait ta campagne, tu as fait ta campagne Ulule qui était bien mais pas top. Tu vas au CES, tu signes avec Boulanger, j'ai à nouveau oublié, Boulanger Darty Fnac. Oui. Fnac Darty, ils sont ensemble. Ouais. Et tu te retrouves en tête de gondole sur dans toutes leurs enseignes de France. Comment ça marche? Bien. Parce que là, je vais aborder un autre thème qui est l'onboarding. C'est un produit nouveau et donc il y a une innovation à la fois technologique mais une innovation d'usage. Tout à fait. Or, en plus, ton prescripteur au final, ton acheteur est le prescripteur parce qu'il va donner ça à son... C'est un cadeau. C'est un cadeau à une grand-mère, un grand-père ou un cousin. Enfin, j'imagine que pour les populations plus jeunes, c'est facile à comprendre. Mais mamie, il faut lui expliquer comment ça marche. Est-ce que tu as des frictions? Comment ça s'est passé? Alors évidemment, il y a des frictions au départ. Forcément, c'est un nouveau, comme tu viens de dire, c'est un nouveau produit qu'on intègre chez les gens. On rentre dans l'intimité des gens. En plus, c'est de l'émotionnel à 100% chez Sunday. Donc forcément, quand tu mets la Sunday Box... c'est déjà l'onboarding, c'est la famille qui le réalise clairement au départ, c'est-à-dire que brancher la Sunday Box sur la télé, c'est pas en général c'est pas la mamie de 85 ans qui le fait. Donc il y a un vrai accompagnement de la famille sur l'installation au départ. Ensuite, ce qui s'est passé avec Boulanger, on a eu la chance d'avoir ces têtes de gondole, donc on a eu des démonstrations. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des télés avec la télécommande en forme de cœur qui clignotait pour montrer aux gens ce qui se passait, pour qu'ils cliquent et qu'ils voient la photo arriver. J'ai fait un développement spécial pour le... Oui, on a été obligé de faire du factice. Pour que ça soit... En plus, il fallait s'assurer de ne pas avoir de vol, etc. dans les magasins. Donc, il a fallu mettre des câbles. Voilà, il a fallu vraiment se organiser tout ce... C'était la première fois pour nous. En plus, le retail, c'était complètement nouveau. On n'avait jamais fait ça. Et en plus, à grande échelle, parce que de passer de 0 à 300 magasins, ça devient compliqué. Et c'était surtout... pour nous, c'était la première fois qu'on était au devant de la scène du grand public, quoi. Enfin... Donc c'est une vraie confrontation au marché. Ah oui. Et c'est là où tu as tous tes retours, en fait. Ok. Ouais. Je comprends pas, à quoi ça sert. Enfin voilà, c'est normal, c'est un nouveau produit. Donc forcément, c'est d'accompagner un nouvel usage dans l'esprit des gens. Parce qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à se mettre à la place de la grand-mère qui reçoit la photo en fait, et c'était ça le gros challenge au départ, c'était comment je fais vivre l'expérience aux petits-enfants de ce que la grand-mère elle va vivre en fait. J'imagine qu'il y a un enjeu PLV aussi, parce qu'il faut pouvoir expliquer publicité sur le devant, donc en gros de l'affichage dans le magasin pour faire comprendre aux gens. Il y a un enjeu aussi de formation potentiellement des vendeurs. Tout à fait. Mais avant ça, il y a un autre enjeu, et on n'en a pas parlé, c'est que à quel moment tu établis ton prix de vente? Alors nous, on l'a établi, on l'a quand même établi avant parce qu'il fallait bien que Boulanger les achète. Mais justement, et comment est-ce que... Alors c'était assez compliqué dans le sens où vu qu'on est sur un nouveau marché, enfin clairement le marché de l'intergénérationnel, c'est un marché qui émerge, qui est en pleine émergence avec plein d'acteurs qui sont là, qui sont positionnés. On a Portal, enfin vous savez également il y a pas mal de solutions, des gazettes papier, il y a plein de solutions sur l'intergénérationnel. Donc le positionnement, on l'a fait par rapport à la réception du marché et de la proposition de valeur qu'on avait. Donc on a étudié, on a confronté nos premiers utilisateurs, ça a pris du temps, on s'est cherché, le prix il a varié au départ, on était passé de... On est à 119 actuellement. Aujourd'hui on est à 119, c'est TTC. 119 TTC, mais on est passé par... 99, mais parce ça c'est la deuxième version aujourd'hui. On a eu 2 versions de la Sunday Box, ça c'est la dernière qui est à 119. Celle d'avant était à 99, mais elle était beaucoup moins, forcément moins évoluée. Donc voilà, c'était comment. Il y a le prix psychologique aussi, c'est combien je suis prêt à mettre. Et parce que ton premier vrai lancement, c'était avec du coup la grande distrib. Oui. Donc ce prix psychologique, il faut le tester. C'est ça.
Et du coup... On l'a testé comme ça. On était au départ... Le tout premier prix, c'était 149 € de la première Sunday Box. Compliqué. Combien ça coûte le Portal ? On n'en a pas parlé, mais Portal... 169. C'est la version Facebook... Enfin, ça fait pas la même chose d'ailleurs, c'est plus de la visioconf. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que nous, c'est-à-dire que c'est pas la même audience. Et puis il faut être dans Facebook. Enfin, il faut être dans Facebook, il faut. Facebook. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais il y a des gens qui veulent en sortir. Mais ça se lance à peu près dans la même période. Et ça vaut combien, tu m'as dit ? Alors nous au départ ? Non, le Portal. 169. Ok. Donc tu as quand même testé ton prix Oui. en parlant autour de toi, en testant. Tout Vous à avez fait. lancé à 99, la deuxième version elle est à 119. Oui. La négociation est facile ? Avec Boulanger ? Ouais. Oui. Mais en fait, ils nous ont dit c'est très rare qu'une start-up arrive avec un produit fini. Voilà. Donc, pour nous, c'était plutôt positif d'entendre ça. Oui, mais donc c'est aussi c'est un bon insight ça pour nous, chers auditeurs. Enfin pour moi et vous, chers auditeurs, c'est que c'est la première fois qu'une startup, où on voit pas souvent des startups arriver avec un produit fini, tu leur as mâché le travail. C'est un peu comme quand on fait des PR, des relations presse. Il faut, oui tu peux, il faut pouvoir envoyer. Nelly est très sympa, elle me demande si elle peut tousser, donc je dis oui. Il faut pouvoir mâcher le travail du journaliste en lui donnant des accroches, des photos, des vidéos, du texte. C'est surtout qu'on arrive avec un produit packagé. Et là, tu arrives dans la grande distrib avec un produit packagé alors que ils te disent apparemment que c'est pas souvent le cas dans les startups. Non, c'est pas souvent le cas. Ils arrivent souvent potentiellement avec des prototypes. Là où nous, on arrivait, on avait le package, le branding, tout était prêt, quoi. Formidable. Et donc, la négociation ? Oui, la négociation... elle n'a pas été compliquée. Hein. On a fixé un prix de vente. Ils ont acheté des quantités. Et... Non, c'était ils ont acheté des quantités. Et je peux te demander combien ? Ils en avaient acheté à l'époque, je crois, 950, quelque chose comme ça. Donc 1 millier. Ok. J'imagine qu'ensuite, il y a eu du réassort. Et ça s'est vendu rapidement ? Oui. On était proche des... C'était à quelle période ? C'était Noël. Oui, donc parfait. Ouais. Donc ça tombait bien pour vous. Tout à fait. Longtemps avant Noël ? C'était pendant la période de Noël, donc okay. Novembre, décembre. Ok. C'est un parfait cadeau de Noël. Mais du coup, ça pose la question de la saisonnalité. Il y en a une ? Tu vois aujourd'hui ? La saisonnalité, c'est Noël et fête des grands-mères. C'est un cadeau vraiment spécifique pour la fête des grands-mères. Et okay. Là, on est dans la période la plus forte en ce moment. Ok. Et tu as trouvé le temps de venir nous parler, c'est formidable. Donc première étape, donc tu as un produit fini, hardware et software, tu as testé ton prix, tu es allé le montrer au CES, c'est une dépense quand même le CES. On a gagné un concours, donc on n'a rien dépensé. C'est hyper malin, comme pour le Web Summit où tu avais été invité. Tu me disais donc, enfin j'ai essayé de résumer, on est en 2018, tu as ton produit fini, ton hardware fini, tu es au CES, ça t'a rien coûté parce que tu as gagné un concours, tu as fait des tests produits sur le pricing pour essayer de trouver ton positionnement, tu as réussi à négocier avec la Fnac et Fnac Darty Boulanger d'être en tête de gondole, on t'achète 1 millier de produits juste avant les fêtes de Noël et ça marche. Oui. Et ils sont vendus. Donc là, on est en début 2019, c'est ça ? Tout à fait. Tu as tout ce qu'il faut pour accélérer plein gaz. Exactement. Tout à fait. Là, c'était le début de la commercialisation. C'était le début de notre entrée sur le marché et de vraiment voir comment aller accueillir comment le marché allait accueillir notre produit, en fait. De vraiment le tester, de rentrer dans les familles et d'avoir les premiers retours utilisateurs de qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et donc, c'était vraiment pour nous une période forte, sachant que le jour où on lance quand même la Sunday Box, c'est le premier acte des Gilets jaunes. Donc, comment dire, les emmerdes commencent. Ça y est, c'est parti, on est sur le marché. Et ça y est, les galères arrivent. Donc, les premières galères, c'est comment je vais livrer mes fournisseurs chez Boulanger et tout quand on ne peut plus accéder aux services de livraison parce qu'il y a des barrages de gilets jaunes. Donc, à prendre les camions, à monter à Lille avec les produits dans nous-mêmes. Enfin, bon, c'était
Ça a commencé comme ça. Donc, on s'est dit, ça y est, c'est parti. Do things that don't scale. Ouais. Il faut savoir faire des choses qu'on ne peut pas faire reproduire à l'échelle, mais surtout se sortir les doigts pour... Oui. Ah ouais, non. Tu sais, tu m'as dit tout à l'heure... Je t'ai dit, quand t'es dépendant de tes fournisseurs, tu me dis, ouais, mais bon, t'es dépendant de tes salariés aussi d'une manière ou d'une autre. Oui. Quand tes fournisseurs sont en Chine, parce que là, tu parles de toi approvisionner tes magasins. Aujourd'hui, depuis un an, je crois qu'on en a déjà parlé sur le panier, mais je peux le redire, il y a des gros problèmes d'approvisionnement aussi entre la Chine et l'Europe, avec des gros délais de... Ouais. Donc, tu as eu les gilets jaunes à l'époque, maintenant tu as ça ? Non. Comment ça se fait ? Nous, on a la chance de ne pas avoir ces soucis d'approvisionnement parce qu'on a vraiment tellement tout anticipé. Parce qu'en fait, on pourra en parler peut-être après, mais on a vécu le Covid aussi en amont de son arrivée en France. Nous, on a vécu le Covid en Chine, donc on savait... Quelques semaines, quelques mois avant. Voilà, donc on a la faculté d'anticiper les choses. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vécu forcément les ruptures d'approvisionnement qu'on entend aujourd'hui parce qu'on avait anticipé en fait, parce qu'on savait que ça allait arriver. On a des produits très spécifiques nous en plus, donc on avait fait le sourcing en amont. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir les produits quand on en a besoin. Ok, compris. Tu m'as dit un truc intéressant tout à l'heure et j'aimerais bien rebondir dessus. Tu m'as dit que c'est quand tu as commencé à distribuer en grande conso que tu as pu avoir des premiers vrais retours. Alors, tu as des retours d'utilisateurs, mais tu as aussi potentiellement des retours vendeurs à qui tu dois, on a parlé de PLV, mais que tu dois former à l'utilisation du produit. Comment est-ce que tu vas à la pêche de ces retours ? Parce que tu as perdu le fil avec ton client final jusqu'au moment où, je sais pas, il télécharge une app, il s'inscrit et... Exactement. En fait, il doit télécharger l'application Sunday et généralement, les gens mécontents, tu les connais, tu les vois rapidement arriver sur les réseaux sociaux et sur les fiches produits des retailers parce qu'on est aussi on est toujours en vente en ligne sur chaque fiche produit des vendeurs. Donc forcément que tu auras plus de gens insatisfaits qui viendront se manifester que de personnes satisfaites en général. Hein. Donc, ça nous a permis rapidement de connaître les limites techniques de notre produit, qu'est-ce qu'on devait améliorer. Et du coup, par rapport aux vendeurs, vu qu'on est en lien direct avec les équipes de vente, on avait fait tout un plan de formation. C'est-à-dire qu'on avait... des présentations qu'on leur transmettait. En plus, notre produit, il est simple. Enfin, dans l'explication... Il est simple, donc on n'a pas trop de difficultés à former les vendeurs. Ok. Mais on a arrêté. De former les vendeurs ? Le retail physique. Le retail physique. Ouais, on a arrêté parce que, on est toujours vendu dans tous les magasins, Auchan, Carrefour, Fnac, tous, en ligne. C'est-à-dire que les gens font du click and collect en général. Ok. Donc ils achètent en ligne. Mais alors pourquoi vous avez arrêté ? On a arrêté parce que, on est encore dans des magasins, hein, vous pouvez nous trouver chez Boulanger, etc. Mais on a évité de le faire dans les ouvertures de Carrefour et Auchan parce que ça demande des besoins internes conséquents et des moyens financiers. C'est une stratégie retail, quoi. Donc il faut que tu aies des commerciaux terrain qui aillent se rendre compte de où est placé le produit dans le magasin. Ça demande une stratégie que nous, on n'avait pas du tout anticipée. C'était pas du tout notre volonté aujourd'hui, quoi. Une organisation et une taille de boîte que vous n'aviez pas. En fait, en vrai, quand on est dans le retail, il n'y a pas tant de startups que ça. Hein. Parce que nous, notre produit était à côté de Google et Facebook. On se dit, il y a Sunday au milieu, ça fait plaisir. Mais finalement, on n'a pas les mêmes équipes. Et du coup, il y a eu un impact ? Quel a été l'impact plutôt ? L'impact du retail ? Ouais, question ouverte. Quel a été l'impact sur les ventes ? C'est un impact très positif pour nous parce qu'au départ, c'était 60% des ventes quand même. Par rapport à notre site e-commerce, forcément, il y avait plus de traction de par leur force de frappe et la médiatisation qu'ils avaient mis en place. Là où nous, forcément, notre site e-commerce, il se lançait juste. Donc, le temps que... on fasse tourner la machine. En fait, on a vraiment une relation gagnant-gagnant avec nos retailers. C'est vraiment... quand nous, on vend plus sur des périodes, c'est le retail qui va prendre le relais. Il y a une espèce de machine qui s'est mise en place dans les ventes parce qu'eux vont avoir du stock quand nous, on peut ne plus en avoir pour des raisons de BFR, hein, tout simplement. On n'est jamais en rupture de stock, en fait. Si même nous, on l'est, parce que ça peut arriver, il y a toujours des Sunday box stock tampon quelque part, quoi. Exactement. Okay. Donc c'est plutôt périn.
Et sur les retours utilisateurs, et ce côté très... c'est un produit techno, donc une fois qu'il a été branché par le petit cousin sur la box de la grand-mère, sur la télé de la grand-mère, on parle de grand-mère tout le temps, mais j'imagine que les grands-pères sont très contents de recevoir des messages et des vidéos aussi. Pas de problème d'utilisation. Bien sûr. Il y a quand même un peu d'évangélisation. Tout à fait. Au départ, il y avait l'évangélisation à faire du produit. Nous, le plus gros frein que l'on a eu au départ, c'était... Alors, il y en avait 2. La connexion Internet. Est-ce que mamie a Internet ou pas ? Du coup, on a sorti une version 4G. Donc, au départ, le produit n'était que Wi-Fi. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter la version 4G. C'est-à-dire qu'on a rajouté un modem 4G pour que mamie puisse se servir de la Sunday Box uniquement. Avec abonnement ou il faut prendre l'abonnement à part ? Avec abonnement. Il y a un abonnement à 9,99 € par mois qui permet effectivement d'avoir la Sunday Box. Tu peux pas descendre en dessous ? Non. Ah pardon, c'est volontaire. Non, on peut pas, on peut surtout pas. Je sais pas, on peut acheter des cartes free à 2 € et des Libra au coin de la rue. J'en sais rien, je pose la question. Ouais, non, là c'est vraiment parce que tu dois partager des vidéos, des photos, il y a certains flux. Il faut un peu de passage, quoi. Ouais, il faut du passage quand même. Ok. Et sur le côté, alors je pose la question directement parce qu'on l'a abordé en préparant cet entretien, mais sinon j'aurais du mal à t'y faire venir toute seule. Mais quand tu as plusieurs entrées HDMI sur une télé qui est pas hyper récente, il faut choisir ton c'était ton entrée, le deuxième ton input. frein que j'allais t'évoquer. C'était effectivement la problématique du HDMI CEC, on l'appelle. En gros, aujourd'hui, toutes les télés, les types cathodiques n'existent plus. Donc, en fait, en gros, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'adapter à toutes les télés avec la Sunday Box. En revanche, sur les télés qui n'ont pas encore le HDMI CEC, il faut changer de source. Donc, c'est comme quand vous allez sur votre Freebox, etc. Il faut prendre votre télécommande universelle, changer de source. Ça paraît simple, ça l'est pas forcément pour une personne très âgée, cette manipulation qui demande le changement de source. Après, pour les personnes qui ont une télé HDMI CEC, il n'y a pas de problème. Notre télécommande prend la main dessus. Donc aujourd'hui, l'un de nos freins, ça a été ce changement de source sur lequel on est en train de répondre et en courant de premier trimestre 2022, on aura la réponse à ça sur toutes les box. En revanche, c'est vrai que quand on explique aux grands-parents, alors il y a plein de méthodes. Il y a les petits-enfants qui font des schémas pour expliquer à mamie comment je vais sur la source. Il y en a qui mettent des gommettes sur la télécommande universelle. Il y a des grands-mères qui quand même s'habituent aussi à se dire si je veux voir mes petits-enfants, il faut que je change de source. Ça devient un automatisme aussi, parce qu'ils savent très bien que pour eux, ça va être du bonheur. Donc, on connaît nos limites techniques. On est en train d'y répondre parce que ça prend du temps. Tout se fait pas en claquant des doigts. Une fois que ce frein-là est pallié, on sait qu'on répond complètement à la problématique d'avoir une solution low-tech qui permet d'envoyer des photos et des vidéos aux grands-parents. Donc je reviens sur ta distrib, tu te forces pas la présence en magasin, tu pousses le D2C. Est-ce que vous avez vendu sur d'autres plateformes en ligne comme Amazon ? Oui, on est sur Amazon, deuxième vendeur de Sunday. Deuxième après notre site à nous. Donc ton site en premier, c'est quoi la répartition des ventes environ ? Sur le e-commerce ? Ouais. Alors, non, tout. Tout. Alors on est aujourd'hui on doit être à 50-50 entre le site et le retail, en sachant qu'effectivement Amazon est le deuxième vendeur en France, en tout cas pour nous. De part, de toute façon. Mais attends, site retail 50-50. Dans le retail, tu mets quoi ? Dans le retail, je mets tous les retailers. Le physique et Amazon ? Le physique aujourd'hui n'existe plus trop chez Sunday, c'est plus la présence retail en ligne. En ligne chez. Donc quand je disais physique, c'est ce que je voulais dire. Mais donc les boulanger, les Fnac, Darty, Auchan, Carrefour, Cdiscount, Nature et Découverte, et Amazon, Avant-Gardiste. Et donc Amazon est le deuxième vendeur après le site. Exactement. Donc tu as 50% sur le site, ensuite 50% sur le reste, dont Amazon en majorité. Voilà. Ok. Et donc ton retour, ton enseignement sur Amazon ou tes conseils ? Pour moi, c'est essentiel d'être sur Amazon quand on vend un produit grand public. Moi, c'était un vrai discours, c'était une vraie discussion au départ dans l'équipe, parce que on se veut d'avoir des valeurs chez Sunday, etc. Mais en revanche, moi, j'ai toujours dit qu'Amazon, c'était le meilleur canal de distribution, que il faut être dessus. C'est même pas à réfléchir, il faut être dessus et s'en servir intelligemment parce que c'est une force de frappe e-commerce indéniable. On peut pas se passer d'Amazon aujourd'hui, on peut essayer, mais
Moi, je trouve que la force qu'ils ont en e-commerce, avec la qualité de service en termes de service après-vente, etc., on est obligé, on est quelque part un peu obligé d'être présent sur Amazon, quoi. Dans le plus gros magasin du monde. Exactement. Ouais, évidemment. Donc 50-50 sur le retail. Et donc là, on a parlé de B2C, donc consumer jusqu'à présent. Le B2B, c'est une piste que vous... Oui. Le B2B, alors on a été dedans au départ. Parce que forcément, quand on est une start-up, je crois qu'on teste tout. Ça avait été les premières. Vu que c'était à la base pour ma grand-mère qui était en EHPAD, forcément, on a été dans les EHPAD pour commencer. La problématique, c'est qu'on n'était pas staffé pour, parce que ça demande un suivi, ça demande beaucoup de. Et surtout un produit beaucoup plus métier, qui est pour nous. Et finalement, c'est là où on s'est rendu compte que la Sunday Box, c'était vraiment un produit B2C, pas du tout B2B. Et donc, du coup, on a commencé. Enfin, là, on est en train de signer un gros partenariat avec un gros groupe du secteur médico-social et sanitaire. Dont le nom est... Dont le nom est, vous le découvrirez dans le trimestre 1 de l'année 2022, sur les journaux et à la télé et tout ça. Mais qui vous ouvre du coup la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les... Exactement. Mais ça nous ouvre, moi c'était la volonté, c'est-à-dire que Sunday pour moi, on est expert en B2C dans le lien familial, et on avait dit qu'on irait dans le B2B si et seulement si on s'adossait à un groupe d'envergure qui pouvait nous pousser en termes de force commerciale, et c'est le cas. Mais du coup, ta distribution sera très différente ? Tout à fait, complètement. Mais on sera juste l'application Sunday. Elle sera disponible dans les établissements de santé avec ce groupe. Donc, si l'un de mes proches se retrouve dans un établissement de santé, oui. Il aura parmi la panoplie de services, tout à fait, une Sunday Box. Sunday, pas forcément une Sunday Box. Une Sunday, ok. Ouais. Avec un modèle de revenu, du coup, où toi, tu vends à ce groupe. C'est de la récurrence, là, pour le coup, c'est de l'abonnement pur, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus soft. Ok. Donc, en gros, on devient... Enfin, Sunday, c'est pas on devient, on est une application. Ouais. Donc, c'est une application qui sera à disposition des patients à l'hôpital, résidents seniors, toute typologie d'établissements de santé. Ok, hyper intéressant. Le temps file et j'ai encore plein de questions, mais on va parler de marketing et on terminera avec la tech. 150 000 utilisateurs, 25 000 ventes, tu les attribues à quoi ? Quels ont été les principaux leviers de cette croissance au cours, on va dire, des 2 dernières années, une fois que les premières 950 box étaient parties ? Alors, il y a eu Alors, nous, on a fait beaucoup de communication digitale, clairement. Donc, réseaux sociaux, une grosse stratégie Facebook, Instagram. En paid, en earn ? En paid avec des influenceurs. On a fait beaucoup d'influenceurs au début, parce que pour nous, il y a vraiment une pédagogie produit à avoir. C'est-à-dire que si on ne présente pas le produit, c'est compliqué. Il faut vraiment immerger le prospect dans l'usage de la solution. Donc, pour nous, les influenceurs, ça a vraiment été la première amorce de montrer comment ça marche, à quoi ça sert. Et donc ça a été notre première approche. On a fait aussi, là où on voit que ça fonctionne bien, on a fait passage télé, mais quand on est passé sur Qui veut être mon associé, forcément, c'est des pics de vente. Hein. Notre site a presque craqué quand on est passé. Mais n'a pas craqué parce qu'on avait anticipé, on avait prévu un backup ce jour-là, parce que c'était un peu... Ton backup, c'était quoi ? On avait sorti le site, on avait vraiment renforcé le site pour que les serveurs ne pètent pas. Ouais. Mais on avait tous anticipé ça. On savait très bien qu'il y aurait un pic d'audience vu que c'était les premiers passages de cette émission. Et la radio... C'était la première, premier épisode ? Non, c'était pas le premier épisode. D'accord. Premier épisode pas de la saison, mais on était les premiers à passer sur un des épisodes, en fait. Pardon, si vous l'avez raté, mais je pense pas, chers auditeurs, c'était une émission un peu comme Shark Tank, mais plus gentille, je trouve, sur M6, et pas mal d'invités d'ailleurs, Morphée, Charlie Rousset, Les Mini-Mondes avec Quentin Horry, entre autres, hein, mais sont passés ensuite sur Le Panier. Et ont raconté leur passage télé. Mais c'était un pitch de start-up, ça durait une quinzaine de minutes, je pense. Oui. Pitch plus discussion avec des investisseurs de la scène connus, Catherine Barba, Marc Simoncini, ce genre de... Voilà. Il y a la saison 2, enfin la deuxième qui sort bientôt. On sera dessus. Ok, tu nous raconteras. Et du coup, quel impact ?
Donc le site n'a pas craqué. Non. Mais je m'étais fendu d'un tweet ou d'un message sur LinkedIn qui cartonnait à l'époque d'ailleurs, mais une super boîte qui était passée, qui n'avait pas prévu ça, et du coup le site était down et était resté down pendant 12 heures je crois, ce qui est complètement... Dommage. Oui, je vais dire dommage pour rester poli, mais en vrai, tu rebascules, ne serait-ce que sur une landing statique qui ne consomme pas de ressources, dans laquelle tu laisses une adresse email pour tu vois, en savoir plus, mais pour prévoir ce genre de passage télé. Il faut prévoir. Ah oui, non, clairement. Nous, l'impact, il a été sur tous les sujets, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, on a levé des fonds, c'était quand même le besoin premier. 800 cœurs. 200 cœurs. Ouais, 200 cas. C'était aussi d'avoir la chance de passer à la télévision sur M6, qui est quand même, nous, l'audience rêvée. Bah oui, grand public, heure de pointe. Alors oui et non. Une audience d'entrepreneurs ou de gens un peu branchés tech. Voilà, c'est ça. Voilà, mais qui, du coup, ça fait sens aussi, quoi. Mais qui sont potentiellement des prescripteurs. Tout à fait, qui ont d'ailleurs acheté sur le moment même. Et donc, pour nous, c'était aussi ça qui est intéressant, c'est de voir l'achat compulsif. Parce que c'est vrai que chez Sunday, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que c'est un produit où les gens se concertent. C'est-à-dire que c'est pas de l'achat compulsif. Tu vas réfléchir en famille avant de passer à l'acte d'achat. Est-ce qu'on offre ça à mamie? Est-ce qu'elle saura l'utiliser? Est-ce que c'est quand la fête des mères? Exactement. Okay. Voilà, que là, tu passes à la télé, instantanément, bam, ça tombe. Parce que les gens achètent sur le moment. Donc nous, ça a eu un impact forcément de chiffre d'affaires, un impact de notoriété parce qu'il y a eu toute la presse derrière qui s'en est emparée. Le fait que Delphine André ait rejoint la société, pour nous, ça a eu un impact énorme parce qu'elle nous a ouvert son réseau. Au-delà d'être actionnaire, elle nous a vraiment aidés. Elle continue de nous aider en nous apportant à la fois des conseils, l'ouverture à son réseau. Donc c'est quand même assez énorme. Et en effet un impact long terme parce qu'il y a encore des gens qui nous disent je vous avais découvert sur Qui veut être mon associé et pour nous c'est toujours valorisant et puis ça aide la notoriété de l'entreprise, quoi. Tu te souviens du nombre de ventes? 1200. Versus combien un jour normal? Alors un jour normal dans cette période on est quoi à 50. Ok, donc x 20 20 parce que c'est une période creuse pour nous, c'était en plein mois de février. En plus, je crois que on rentrait dans le Covid, non? Non, c'était après. Non, c'était l'année d'avant. C'était juste, Non, c'était juste après le... Ouais. Et donc du coup, période très creuse chez Sunday. Donc voilà. Okay. Clairement. Mais x20 sur tes ventes, c'est quand même, c'est pas mal, quoi. T'as dit un truc qui est hyper important. Il faut faire du top of mind quand on est Sunday parce que tu as deux périodes fortes. Tu me l'as dit, la fête des grands-mères et les fêtes de Noël. Oui. Comment est-ce que tu entretiens le reste de l'année? Est-ce que tu entretiens? Ou est-ce que tu te tournes les pouces en attendant le... Oui, voilà, on part en vacances pendant 6 mois. Non, en général, on fait pas mal d'opérations. Donc, on a pas mal... on a eu des opérations pendant, par exemple, le Covid qu'on a tous vécu, où nous, on a déployé dans des établissements de santé, pour le coup. On a aidé sur des opérations avec Boulanger, qui nous a acheté 1500 box pour déployer dans les EHPAD, etc. Enfin, il y a eu des opérations fortes pendant les périodes. Donc, dès que nous, on est en période creuse, ça nous permet, d'analyser ce qui s'est passé avant, de restructurer les stratégies pour la suite et de préparer les temps forts, parce que Noël, ça se prépare vraiment en amont et nous, on établit les stratégies dès le mois d'avril sur la période de Noël. Pour les plus chanceux d'entre nous, les grands-parents, on en a 4. Oui. Quel est le taux de rebuy et comment tu le motives? Alors, sur les plus chanceux, on en a 4. Nous, on est plutôt sur... Les plus chanceux, il y a aussi des familles atomisées, recomposées, où il y en a 8, 12. Ouais, c'est ça. Mais bon. Aujourd'hui, on a pas mal de retargeting, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'une personne qui a acheté une Sunday Box revient 2 ou 3 fois. À peu près 25% de nos utilisateurs aujourd'hui reviennent. Où? Sur notre site pour racheter un produit. C'est-à-dire qu'ils ont dû l'acheter à une mamie et ils vont vouloir l'acheter à l'autre mamie. Donc, on a pas mal de retargeting sur le fait que la personne a aimé le produit et va l'acheter pour un autre membre de la famille. Donc ça, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui avec du recul, que notre base d'utilisateurs se construit aussi en interne, se nourrit elle-même parce qu'à chaque fois qu'on a une personne qui a une box, ça rajoute 6 personnes autour, et dans ces 6 personnes autour, il y en a une qui va acheter encore une box pour une autre personne, et ainsi de suite. C'est un peu... Alors, c'est pas pyramidal, mais c'est... on va dire, ça se diffuse. D'accord. Et tu me disais que tu étais très forte sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous les travaillez? Alors, les réseaux sociaux... Alors déjà, moi, je suis très associée à mon produit.
incarnes J'incarne le produit. Déjà sur LinkedIn, je me sers beaucoup de LinkedIn personnellement. Mais aussi pour vendre ? Oui. C'est marrant, tu sais que les mini-mondes, je sais pas si tu écouteras cet épisode, mais c'est des jouets formidables en plastique. Oui, mais je connais. Recyclés, enfin voilà, et puis très ouverts sur le voyage. Quentin me racontait que c'est comme ça qu'il avait relancé la machine, sur LinkedIn. Oui, clairement, moi LinkedIn, si tu veux, alors, moi je viens de Bordeaux, donc je suis la plus grosse influenceuse sur LinkedIn au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Ce qui m'aide beaucoup. Ouais, il y a des classements, voyez-vous. et clairement, ça a vraiment un impact sur justement diffuser l'information. Et moi, j'en ai vu, au départ, je ne pensais pas, mais effectivement, le monde entrepreneurial, etc., achète via LinkedIn, quoi. C'est-à-dire via les communications que je fais sur les réseaux. C'est assez drôle, et tu roules en Lamborghini. Aussi, ouais. Non, je suis sur ton compte. 90 000 followers. Non, 80 000, pardon, alors que Sunday en a 35. Exactement, ouais. Ok, donc tu as vraiment incarné et poussé. Ouais. Ok. Oui, ça s'est fait naturellement. C'était pas du tout commandité ni décidé. Mais naturellement, je me suis mis en avant du produit. Voilà. J'ai envie de dire que... Comme beaucoup d'entrepreneurs. Pardon, je sais pas à quel moment je vais faire hétéro blanc 40 à l'ancienne, mais tu es une femme, tu portes un produit qui a une très très belle promesse, ce serait dommage de s'en priver. C'est un choix stratégique aussi. Il y en a qui préfèrent être dans l'ombre et juste pousser le produit ou d'autres. Enfin, moi, ça faisait sens aussi parce que c'est ma volonté aussi personnelle d'être de porter le produit. Après, notre stratégie, elle est très, très digitale et beaucoup de RP aussi. On a eu une très belle présence presse au départ du lancement parce que c'est un produit qui parle et qui plaît, qui est facile à raconter. L'histoire est plutôt jolie. Enfin, c'est une vraie histoire de famille aussi. C'est pas du bullshit storytelling. C'est une vraie histoire. Et je pense qu'on arrive à amener les gens dans cette histoire et beaucoup de gens arrivent à se reconnaître dans la difficulté que c'est d'avoir un aîné qui est en rupture. Donc, ça joue beaucoup sur nos stratégies de développement commercial. Ok, hyper intéressant. Bon, atterrissons doucement sur la tech pour finir. Puis après, je te poserai la question de comment tu te vois à 1 an et demi. Vous êtes sur Shopify ? Oui. Depuis le début ? Non. Pourquoi ? On a tout fait. Vous étiez sur quoi ? On a tout fait. On a tout fait. Et non, je pense que ça, si on en parle à mon équipe de marketing, je crois que c'est le tabou de la société. Vous êtes combien chez Sunday ? On est 8. Ok. On est petit. C'est le tabou. Pourquoi ? Parce qu'on a tout fait. On l'a fait en dur, on l'a fait en WordPress, on l'a fait en PrestaShop, on l'a fait en WooCommerce, c'est WordPress. On a atterri chez Shopify, on a eu des prestataires internes, externes, on a tout eu. Toujours le chaos. Et là, on a dit Shopify, on le met, on reste dessus, on ne bouge plus, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Mais ça a été vraiment très laborieux et pourtant, c'est quand même le nerf de la guerre parce que c'est quand même ton magasin. Et... 50% de tes ventes, tu vends combien ? T'as vendu combien sur les 12 derniers mois ? Là, on a vendu 7000. Ouais, donc 3500 sur les... Non, 7000 en direct. Ouais. Et 7000 et plus 7000 en retail. Ouais. Donc la moitié de ton CA, 7000 box, c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais. Et donc Shopify, vous y êtes depuis combien de temps ? Ça va faire 2 ans. En interne ou en externe cette fois ? Alors, en interne. On se débrouille. Ouais. T'as dû réfléchir ? Moi ? Ouais. Ah non, j'ai pas réfléchi. Quand je t'ai posé la question, t'as levé les... Mais parce qu'en fait, on fait parfois appel à des prestataires pour nous... Sur des points techniques précis. Upwork. Voilà. Très bien. Mais sinon, non, on fait tout en interne. Upwork, pardon, qui est une place de marché qui met en relation des freelances avec des annonceurs ou des clients. C'est un jour, j'ai pété un câble. J'en avais marre de mon PrestaShop à l'époque. Et du coup, une nuit, j'ai fait on va chez Shopify. Et donc, toute la nuit, je me suis dit, vas-y, je lance un Shopify. Parce que j'en pouvais plus. Et donc, je l'ai fait. C'est pas si compliqué que ça au départ. Donc, et le lendemain, on avait Shopify, quoi. Alors,
de manière générale, parce que je ne vais pas prendre la défense de Shopify, mais c'est pas si compliqué que ça de lancer avec WooCommerce sur WordPress ou avec un PrestaShop. Ça se fait assez facilement. Oui, c'est vrai que Shopify, oui. c'est encore plus simple. Oui. Comme, Non, mais nous, on avait des problèmes parce qu'en fait, vu qu'on a on a un produit, comment dire, on a la Sunday Box, mais on a aussi la version 4G avec des abonnements. Trop compliqué. Enfin, la gestion derrière des abonnements et tout était d'une difficulté. On perdait trop de data. Enfin, on se perdait dans les infos. Mais c'était notre cas à nous. Hein. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Tu vends à l'international ? Oui. Dans quel pays et comment ? Via le site ? Via le site, on vend Europe, USA. Ok. Et du coup, sur les 7000 box que tu as vendues via le site, il y en a combien qui sont vendues à l'international ? Pour avoir un ordre de grandeur, hein, je demande pas un chiffre pour précis. l'instant, on n'a vraiment pas poussé l'international. On doit être à 1000 box qui partent à Oui, mais ça fait l'international. quand même 15%. Oui, mais Enfin, un on pousse. septième, c'est 15%. Ouais, on pousse pas du tout l'international. Et du coup, multi-devise, multi-stock, Oui. ou ça part de la France ? On a des stocks en France et des stocks aux États-Unis. Ok. Tu as trouvé un partenaire facilement ? Ouais. Et ton partenaire sur la France, c'est qui ? Sur quelle thématique ? Sur la log. C'est CA Logistique, c'est une société bordelaise. Qui s'appelle A-Logistique. CA. CA Ouais. Logistique. J'ai compris, CA Logistique. Non. Ok. Ok. Écoute, passionnant. Je suis assez impatient de faire un catch-up, j'espère, dans un an. On le fera à Bordeaux cette fois, à Codéran. Qu'est-ce que tu me raconteras à ce moment-là ? Dans un an, ce qui sera génial, c'est qu'on aura lancé notre produit B2B. Donc, on aura un retour de comment ça se passe sur le marché B2B. On aura vraiment évolué sur la Sunday Box. Il y aura des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités qui seront de plus en plus, cool. Parce qu'on est en train vraiment de travailler sur une expérience de plus en plus divertissante de Sunday. Et je pense que dans un an, on aura commencé l'ouverture de nouveaux marchés. L'ouverture. Formidable. On se réécoutera ces 2 dernières minutes Oui. dans un an avant d'enregistrer. Nelly, c'était un plaisir. T'as le smile, ça fait vraiment plaisir. Très très belle aventure. Vous pouvez retrouver Nelly sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn évidemment, et avec vous pouvez faire partie de ses 80 000 followers sur Instagram, Nelly Meunier, et vous retrouvez évidemment la Sunday Box, Sunday sur sunday.love. Merci infiniment pour ton temps et ta transparence. Merci beaucoup. beaucoup. C'est un plaisir, chers auditeurs. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.